Bonjour Stéphane Mirando, Bonjour. Bienvenue au bistrot du théâtre à Montigny, je vous en prie. Merci. Venez vous installer pour ce nouveau numéro du Café Politique, émission qui nous permet de parler du parcours des élus, de leurs engagements, mais aussi un peu de l'actualité, vous le verrez tout à l'heure. Très bien, fais voir ça alors. Vous avez 47 ans, maire de Villepreux, deuxième mandat, adhérent à l'UMP puis aux Républicains, Tout à fait. mais la majorité que vous portez est sans étiquette. Sans étiquette vous depuis y 2008. tenez. Tout à fait, j'y Vous êtes tiens aussi le vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, en charge du budget et de la programmation pluriannuelle des investissements. Alors Saint-Quentin en Yvelines, justement, 2 mois après l'officialisation de ce mariage avec Villepreux, vous en pensez quoi? Vous en êtes satisfait? C'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut se rappeler d'où on vient. Il y a quelques mois encore, l'État voulait que nous créions une intercommunalité à plus de 850 000 habitants. Nous n'avons pas eu le temps, disons-le très clairement, de réfléchir, de travailler ensemble, de trouver le temps de définir un projet pour le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons été au plus vite. Et maintenant, c'est toute la suite qui reste encore à faire. Et on a beaucoup d'espoir et on a beaucoup d'énergie et d'ambition pour les prochains mois. Sur l'idée de l'intercommunalité même, vous étiez plutôt critique au début. Vous disiez qu'en général, les intercos ne faisaient pas vraiment leurs preuves. Et Je le suis encore. Voilà. Je le suis encore parce que je pense sincèrement que les intercommunalités n'ont pas fait encore leurs preuves, notamment sur les parties qui nous tiennent tout particulièrement à cœur, notamment les optimisations budgétaires et les synergies entre les différents services au niveau des villes. Je n'ai encore rien vu venir, mais je souhaite absolument que Saint-Quentin soit une belle réussite. Je veux tout faire maintenant pour participer à ce beau dessin et à faire tout pour que, comme je vous l'ai dit, que ce soit une belle interco et une interco avec beaucoup d'envie et de choses à faire. Le but d'une interco, pour vous, c'est de faire des économies ou ça a d'autres ambitions? Il faut réellement revenir au fondement même d'une intercommunalité. Les intercommunalités, à la base, ont été créées pour créer de la richesse, pour redistribuer aux villes. Et très très vite, on s'est perdu. On a fait énormément de choses, donc je pense qu'il faut que l'intercommunalité, maintenant, on en revienne au fondement même, l'attractivité. Pour créer de la richesse, c'est la priorité numéro 1. On a réalisé un petit micro-trottoir dans votre commune. Nous sommes allés voir les habitants, leur demander ce qu'ils attendaient. Je vous laisse réagir juste après et écouter tout d'abord. Des développements, par exemple des transports ou même des animations ou des commerces aussi. Des commerces à Villepreux, quoi. Ce que j'entends, c'est qu'ils fassent une piste cyclable, sportif, celui qui veut courir, ce serait moins dangereux, quoi. Je pense que ça va être bien au niveau des écoles et des choses comme ça. Sur Saint-Quentin en Yvelines, il y a des piscines, peut-être des prix réduits pour les habitants de Villepreux. Ça peut être complémentaire voilà, quoi, que les villes se rapprochent et ça peut peut-être coûter moins cher aussi au niveau financement. J'attends que les communes s'entendent bien et fassent des choses en commun. Il y avait des choses concrètes, le transport. Alors ça oui, de toute façon, alors pour la partie transport, c'est une compétence que nous portons et elle participe pleinement à l'attractivité. Bien sûr, si on veut créer de la richesse, si on souhaite que les entreprises viennent, il faut développer certaines choses et les transports, c'est une priorité aussi. Ce que je vois aussi, c'est qu'on mélange un peu tout. Oui, parce qu'il y a un peu tout. Alors il y aura des piscines, on va avoir des réductions sur les cyclables. pistes Je crois cyclables que aussi, la preuve en est qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Je pense que les habitants de Villepreux, comme beaucoup d'habitants dans les 5 villes qui arrivent aujourd'hui, savent encore mal ce que l'intercommunalité porte. Et ce que je retiens aussi, c'est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Souvent, quand on parle d'intercommunalité, on entend toujours du plus. J'aimerais bien qu'il y ait ça en plus. Il faut faire attention. Avant tout, travaillons sur l'optimisation des coûts, préparons et bâtissons un socle financier sur lequel nous pourrons alors penser autre chose. Mais avant tout, allons-y dans le calme et essayons de prévoir certainement beaucoup de projets, mais après, ce n'est peut-être pas la priorité numéro 1 aujourd'hui. Ce qu'on a entendu aussi dans le micro-trottoir, c'est la volonté que les communes s'entendent bien. Alors, ce qui va amener la question suivante. Aujourd'hui, avec les communes dites de gauche, c'est un petit peu plus compliqué au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Comment vous percevez les choses? Je pense que c'est compliqué avec les 12 communes. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on a créé une intercommunalité avec des villes qui ne se ressemblent pas, qui ont des histoires qui n'ont rien à voir. On a voulu mettre 7 villes qui ont une histoire depuis 40 ans avec des villes qui ont une perception totalement opposée de ce que peut être l'intercommunalité. Nous vivons dans les contraintes budgétaires depuis 2008 pour nous. Et on arrive dans une intercommunalité qui n'a pas eu à vivre cela, seulement sur les 2 dernières années. Et il y a tout à faire et c'est vrai qu'il peut y avoir un peu un choc des cultures, mais on va tout faire pour qu'on puisse travailler ensemble et essayer d'adopter un fonctionnement commun. Et ça dépasse les étiquettes gauche-droite? Je pense que oui.
Mais il y a sûrement une perception différente de ce qu'est une intercommunalité, peut-être avec des villes plus à droite qu'avec des villes un petit peu plus à gauche. Personnellement, et moi qui représente plus le courant au niveau de la droite, je pense qu'il faut nous recentrer sur les compétences, comme je vous l'ai dit, qui sont vraiment les compétences les plus importantes, et laisser les villes gérer peut-être d'autres compétences plus facultatives et en lien direct avec la proximité qu'un maire doit avoir avec sa ville et sa population. À 50 ans, Evelyne, dans cette nouvelle interco, vous êtes en charge du budget et de la programmation pluriannuelle des investissements. Ça va consister en quoi ? Alors déjà, le gros travail sur le budget, ça va être de refaire, si on laisse la possibilité de refaire ce qu'on a fait dans nos villes. Quand on est arrivé en 2008, comme je vous l'ai dit, je vis la crise depuis quand je suis arrivé en 2008, c'est-à-dire éplucher toutes les lignes de coûts et voir ce qu'il est possible de faire pour faire aussi bien moins cher, ou peut-être un tout petit peu moins bien et moins cher aussi. Ça, c'est la première priorité. Alors, il va falloir qu'on aille travailler sur toutes les grosses lignes, toutes les grosses masses, et puis ne pas dire que ce n'est pas possible. Dire, il faut réfléchir à tout. On peut tout penser, on peut tout imaginer et il faut absolument travailler là-dessus. Ça, c'est la première priorité. Et le plan pluriannuel d'investissement, c'est réellement bâtir un plan pluriannuel parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui, avec les baisses de dotation de l'État, avoir une vision sur le court terme. On doit réellement se projeter sur les prochaines années, sur les 5 prochaines années, avec une problématique qui va être de taille. Faire cohabiter les 7 communes qui avaient l'habitude de travailler entre elles, disons-le, et avec les 5 villes qui entrent avec beaucoup d'envie. On va laisser de côté cette actualité liée à l'intercommunalité et on va passer en salle pour poursuivre la conversation. Allons-y, merci. Stéphane Mirambeau, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, maire de Villepreux, adhérent Les Républicains. Je disais tout à l'heure, c'est votre deuxième mandat dans cette commune que vous avez découvert à quelle occasion? Fin des années 90? Alors, aux environs des années 95, en fait, je travaillais au Clé et j'avais l'habitude de prendre la route et j'arrivais sur Villepreux et je suis tombé amoureux de cette ville parce que quand j'arrivais, je regardais à gauche, je voyais les champs et quand je regardais à droite, je voyais la plaine. Et je suis tombé amoureux de cette ville et avant de la connaître, j'ai voulu y vivre et j'ai pu acheter et je suis à Villepreux depuis 97 maintenant. Et alors pourquoi avoir voulu en devenir le maire? Parce qu'on peut être séduit par une commune sans pour autant en prendre la tête? Parce que je pense que si on veut que les choses changent, il faut se donner les moyens pour pouvoir le faire. Et donc je trouvais que la commune n'était pas gérée comme il le fallait. Et pour gérer une ville, il faut être maire, donc je me suis lancé là-dedans, et avec beaucoup de force. Ça n'a pas été facile, parce que je venais de nulle part en fait, hein. Je n'étais pas adjoint, je n'avais rien fait avant. Et il a fallu tout construire, mais c'était passionnant. C'était votre premier engagement politique? Vous aviez auparavant votre carte déjà à l'UMP ou... Tout à fait, moi je viens du RPR, j'ai pris ma carte donc c'est encore plus ancien. Quand j'avais 30 ans, c'était aux environs de l'année 2000 pour soutenir Jacques Chirac dans sa candidature, et par rejet un petit peu, disons de la gauche plurielle. Je trouvais que Lionel Jospin et son gouvernement avaient beaucoup de choses entre les mains pour pouvoir réformer la France et ce qu'il avait proposé, à savoir les 35 heures, ne me satisfaisait pas. C'était votre première campagne, donc cette campagne des municipales de 2008 et vous l'emportez au second tour avec 26 voix d'avance sur la maire sortante socialiste depuis 13 ans, Michel Valadon. Quel était votre sentiment à ce moment-là, avec 26 voix d'avance? Une joie immense parce qu'on ne nous attendait pas. On ne nous attendait réellement pas. Il y avait 3 listes en place. Nous avions fait, je crois, un tour de 27%. Lors du premier tour, merci monsieur, lors du premier tour, donc personne ne nous attendait. La maire actuelle en place avait fait 47%, donc elle devait absolument l'emporter. On a gagné par 26 voix. Ça a été une joie immense et puis aussi un coup parce que quelques heures après, voire quelques minutes après, quand je me suis retrouvé seul, je me suis dit que le travail allait réellement être là et qu'il y avait énormément de choses à faire dans cette ville. Vous aviez des mots durs envers votre adversaire. Lors de la deuxième campagne, celle de 2014, Michel Valadon revient, cette fois-ci pour conseiller la nouvelle candidate socialiste, Madame Gelgon Bilbao. Et vous avez déclaré: la candidate socialiste vous appelle au secours comme si la médiocrité pouvait venir à l'aide au néant et au vide. Ça, c'est des mots de campagne. Oui, voilà, bah ça, on peut tous se permettre en campagne? On peut se permettre ce genre de choses, d'autant plus qu'on se fait en fait attaquer de manière très très vive. Donc plus on vous attaque et plus vous avez le droit de répondre. Et quand on m'attaque, je sais tout à fait répondre. Alors, je vous pose cette question pour voir un peu votre vision aussi de la politique. Il faut savoir se montrer dur quelquefois? Il faut savoir se montrer dur et je pense que
les électeurs, ceux qui votent pour vous, ont besoin aussi que vous ayez de la force. On n'aime pas les gens mous, les gens ternes, les gens qui n'ont pas d'énergie. Il faut savoir dire les choses et quand on vous attaque, il faut savoir répondre, il faut savoir se battre, bien sûr. Quitte à être quelquefois aussi dans l'erreur, il faut savoir le reconnaître, mais il faut prendre des positions, il faut s'engager. Mais ça m'arrive rarement d'être dans l'erreur, merci. Le mandat n'est pas encore terminé, non, mais je vous tout le à fait, souhaite, ça peut effectivement. arriver, hein, ça peut arriver encore. Effectivement. Élu les Républicains, ancien UMP, ancien RPR, mais on le disait aussi tout à l'heure, votre liste, vous la présentez comme sans étiquette. Alors pourquoi aussi ce choix de sans étiquette? Alors en fait, à la base, ce n'était pas mon choix. J'étais militant RPR sur la ville, il n'y avait qu'une opposition assez faible et je m'étais tout directement tourné vers le parti que je représentais pour avoir évidemment être tête de liste. On avait jugé que j'étais trop jeune, que je n'avais aucune expérience et qu'un autre candidat pouvait défendre les couleurs du RPR et du centre de manière beaucoup plus efficace. Donc je l'ai accepté, ça n'a pas été simple bien évidemment, mais parce que c'est des choses dures à entendre. Et nous avons décidé de partir avec une liste qui n'avait pas d'étiquette. Et au fil des semaines, on a été de plus en plus confiants dans notre choix. Parce que quand on se présente pour une élection dans une commune de 10 000 habitants, on ne parle pas de droite ou de gauche, on parle de la vie des gens. Et donc, ce n'est pas une élection où la couleur a un rôle vraiment important. Et ce choix, je le revendique. Et je l'ai revendiqué après parce qu'en 2014, alors que j'aurais pu avoir l'investiture, je ne l'ai pas demandé. Parce que quand vous faites un choix en 2008, vous faites le même après. Il n'y a aucune raison de changer. Et ce que je pensais en 2008, je le pense encore maintenant. Vous dites sur une commune, gauche-droite, finalement, ça a assez peu d'intérêt? Tout à fait. Ouais. En fait, quand on regarde bien, on se chamaille, c'est un peu le jeu politique, mais on est d'accord sur beaucoup de choses. Mais c'est le jeu, il faut qu'il y ait une droite et une gauche. Et puis c'est aussi bien que les gens puissent avoir le choix. Moi, je ne suis pas pour le consensus à tout prix. Je pense qu'il faut qu'il y ait une gauche et une droite pour que les idées, qu'il y ait en fait un débat. Je ne suis pas pour le consensus à tout prix, me fait peur. Il faut qu'il y ait un clivage fort pour que les gens au moins aient un choix et ne se disent pas mais ce sont tous les mêmes. Plus jeune, vous aviez déjà cet engagement politique? Alors, je me souviens très bien, je 2000, pense que cet engagement est né parce que moi j'ai une histoire, je me souviens encore quand je regarde très très loin. Moi j'ai vu ma mère qui pleurait le 10 mai 81 quand elle a vu François Mitterrand apparaître sur l'écran et quand mon père a déclaré « la France est foutue ». Et je pense que ça vous touche quand vous avez 13 ans et j'ai vécu avec cela et j'ai adhéré au comité de soutien de Jacques Chirac dès 1988, donc j'avais à peine 20 ans mais j'ai réellement voulu aller plus loin aux environs de 2002 quand j'avais à peine 30 ans. On parlait des socialistes, peut-être aussi un peu des républicains maintenant, parce que l'actualité est récente pour votre formation politique. C'est aussi la mise en examen de Nicolas Sarkozy, qui est quand même le patron des républicains, pour financement illégal de sa présidentielle, de sa campagne en 2012. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on l'attaque, Sarkozy? Alors moi je ne sais pas, je ne vais pas m'en mêler, vous savez, je ne suis pas juge, mais je trouve quand même impressionnant qu'un homme puisse être attaqué à ce point et n'être jamais inculpé de rien. On devrait se poser des questions quand même, je pense. Vous êtes comme Christian Estrosi, nous avons tous un devoir de solidarité avec Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il dit? Oui, en tout cas au moins ça. Aujourd'hui, rien ne prouve de toute façon qu'il est coupable de quoi que ce soit, donc on doit aller dans ce sens. Et puis, de toute façon, Nicolas Sarkozy, dans ma courte histoire au niveau des élus, reste mon choix de cœur. Il a participé aussi, je me souviens très bien de son discours lors de sa prise de la présidence de l'UMP il y a quelques années maintenant. Sa force m'avait aussi donné envie de m'engager. C'est-à-dire que s'il est candidat pour la primaire à droite, ce sera votre candidat? J'ai dit que c'était le choix du cœur. Le choix de la raison, je ne sais pas encore. La primaire... Ils sont nombreux, les candidats. Oui, mais un peu trop, voilà. Je pense. Ils sont 8 ou 9 aujourd'hui. Oui, peut-être 15 demain. Qui a annoncé sa candidature. Vous n'allez pas y aller? Non. On parle de 15 demain, mais alors je ne sais pas s'ils ont vraiment envie ou c'est pour exister, ou alors peut-être de revivre ce que Manuel Valls a fait, mais on n'est pas tous Manuel Valls. Et je pense que ce qui est arrivé ne peut éventuellement ne pas se reproduire avec eux. Ne tombons pas dans le ridicule, je pense que ça fait un peu trop de candidats. Et quand vous vous présentez réellement à une primaire, c'est qu'il faut avoir une chance, sinon mieux vaut rester à côté. Et ça fait mal à votre famille politique et à la politique en général, à votre avis, ce genre de situation? 8, 9, 15 candidats? Non, parce que c'est ça le débat. Et justement, peut-être 15, 20, il faut laisser le choix. Il faut laisser la liberté aux gens de le faire. Et ce qu'il faudrait surtout, ça pourrait faire du mal surtout, si après la primaire, on n'arrivait pas justement à s'unir
s'unir pour porter le candidat qui arrivera en tête. Nous avons réalisé un petit micro-trottoir sur cette question des primaires à droite, justement. Voici quelques réactions. Allons-y. Non, il n'y en a jamais assez. Il n'y a pas les bons. Moi, personnellement, je trouve qu'ils sont de trop. S'ils représentent la droite, il aurait à quelque chose près, à quelques variantes près, ils devraient être d'accord. C'est leur problème, c'est pas le mien. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais oui, je crois qu'il y en a encore un qui va se décider dans pas longtemps. Là. Oui, il va y en avoir beaucoup, oui. Je trouve ça ridicule en général, mais... Plus ils sont nombreux, mieux ça sera. Alors pourquoi ? Faut de la concurrence quand même, non ? Il faut de la concurrence. C'est un peu la défiance vis-à-vis de la classe politique. Et oui, mais finalement, sur le terrain, vous, en tant qu'élu, vous êtes le premier élu que les gens rencontrent aussi. Oui, moi, déjà, ils ne me parlent pas de ça, mais je ne vois pas en quoi ça gêne réellement qu'il y ait 10, 15 ou 20. Il faut laisser la possibilité aux gens de s'exprimer. Oui, nous aurons de toute façon, l'ensemble des candidats font partie du même mouvement et globalement, le socle de leur programme sera le même. Donc je les trouve très très durs, mais ça montre aussi qu'il y a un désaveu très clair des Français pour la vie politique et pour leurs élus. Et c'est ce qui est peut-être le plus grave. Et je suis obligé de faire le lien avec ce qu'on a vécu à la fin de l'année 2015 et avec le vote massif pour le FN. Parce que quand des gens sont à ce point suspicieux de leur classe politique, ils peuvent arriver à voter pour les extrêmes. Ça veut dire que les politiques ont du travail aussi. Beaucoup de travail, beaucoup. Il faut qu'ils se remettent en cause. Et il faut qu'ils écoutent les Français, arrêtent de promettre n'importe quoi. C'est ce que nous avons vécu, et je vais être un petit peu dur, en 2012 avec le président actuel. Il y a eu beaucoup de promesses. Quand vous n'en tenez aucune, les Français s'en rappellent après et vont vers les extrêmes. Votre vision politique, c'est plutôt le libéralisme ? Lors de vos vœux à la population, par des réformes libérales, le chancelier allemand a eu le courage de prendre des mesures impopulaires dans un premier temps, mais qui ont donné les résultats que nous connaissons aujourd'hui. C'est ça. C'est votre vision politique, Bien sûr. Libéralisme ? Bien sûr. Libéralisme, mais prendre enfin les réformes qu'il faut pour notre pays. Et là, je le dis avec une force, parce que c'est incroyable qu'on n'arrive pas à le faire depuis des années. Ça marche ailleurs. Et il y a un immobilisme en France, et je pense que cet immobilisme, comme je l'avais dit aussi, naît de l'obsession de la réélection. Dès que vous êtes élu, ils sont obsédés par la réélection et ne font plus rien. Et en tant que maire, vous n'avez pas la tentation aussi quelquefois de fonctionner de la même manière ? Et non, et c'est pour ça que je veux garder ma profession. Et je suis un élu particulier car je suis en activité encore, et justement je veux rester en activité pour garder ma liberté d'expression et pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Je n'attends rien de ce monde-là. Si en 2020 je me représentais et que par chance j'étais élu très bien, si j'étais battu, je tournerais la page et je reprendrais ma vie. Je n'attends rien de personne, et je pense que c'est le problème peut-être de tous nos élites actuelles. Vous arrivez à concilier vie professionnelle et vie politique ? C'est très très dur. Surtout avec les nouveaux avec Saint-Quentin, mandats, voilà, c'est de plus en plus dur, je peux vous le dire. Mais je me bats pour le faire et j'y arrive encore, ne vous inquiétez pas en tout cas. Je reviens juste sur cette vision politique que vous avez, parce que vous avez aussi déclaré « Nous devons assouplir le code du travail ». Et ça, c'est d'actualité. Alléger les charges pour faciliter la création de véritables emplois marchands, favoriser l'émergence des nouvelles entreprises. Quel regard vous portez sur toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui et sur le projet de loi qui est porté par la ministre du Travail, Myriam El Khomri ? El Khomri. Ce qu'il faut voir avant tout, c'est est-ce qu'il faut changer les choses en France ? La réponse est oui, et ce que je dis, c'est une évidence. On l'a pas encore fait, on ne sait pas pourquoi, c'est cet immobilisme que nous avons en fait en France. Disons-le très clairement. Qu'est-ce qu'on entend ? La rigidité de notre code du travail, qu'il faut apporter de la flexibilité et que le coût du travail en tant que tel est trop cher. Donc il faut de toute façon qu'on règle ça. Donc faut-il une réforme ? Oui. On peut s'étonner quand même du timing de cette réforme qui vient sur la place publique alors que personne ne s'y attend. Il faut se rappeler quand même qu'elle est portée par une ministre qui, il y a 3 mois, ne savait même pas quelles étaient les conditions de renouvellement d'un contrat à durée déterminée. On voit très bien que cette loi, elle ne l'a pas faite, que cette loi a été faite dans l'urgence. Le gouvernement est clairement en fait aux abois car il se rend compte que rien ne fonctionne et que tout ce qu'il avait dit tombe à l'eau aujourd'hui. François Hollande, ne l'oublions pas quand même. Il a tout misé sur l'inflexion de la courbe du chômage. Il se rend compte qu'aujourd'hui, à 1 an de 2017, il n'y arrive pas. Il fait une loi très très vite qui n'a aucune chance de passer. Pour vous, cette loi n'est pas bonne dans les propositions qui sont faites voilà, l'accord collectif pour porter à un seuil de 12 heures la journée de travail, par exemple, on augmenter casse la les durée. 35 heures. Moi, ce qui me choque, évidemment, il faut remettre en cause les 35 heures. Mais ce qui me choque,
c'est que le même gouvernement, les socialistes, depuis 16 ans, ont expliqué qu'il n'y avait rien de mieux et que c'était sacralisé. Les 35 heures, 12 milliards d'euros par an de coûts pour la France. Vous rajoutez la désorganisation dans les services publics. Et aujourd'hui, on la foule aux pieds en une loi, en nous expliquant qu'il faut remettre de l'ordre et qu'il faut simplifier le code du travail. C'est de l'amateurisme, on se moque du monde. Je reviens à cette double carrière que vous menez aussi bien en politique que dans votre vie professionnelle. Lors de votre première victoire en 2008, vous insistiez sur le rôle de l'équipe municipale, de l'importance des employés municipaux aussi. Aujourd'hui, comment vous travaillez avec eux? Est-ce que ce sont tous ces employés des sources de propositions, d'idées pour oui. vous? Alors c'est très drôle que vous m'en parliez parce que justement nous avons initié un processus avec eux d'amélioration de tout le fonctionnement au niveau de la ville. Ils doivent travailler sur qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer déjà pour l'image. Donc ils sont carrément partie prenante avec nous et surtout, parce que sinon je ne serais pas le maire de Villepreux, faire moins cher. Je dirais que oui, on les a mis au cœur de notre engagement et de notre projet parce qu'on le sait très bien, sans eux, sans les employés communaux, on ne peut pas faire ce que nous avons envie de faire. Donc il faut travailler en fait avec eux. Ça a été long parce qu'il a fallu également, il y a eu un choc du fonctionnement. On leur a demandé d'oublier ce qu'ils avaient fait avant pour adopter un mode de fonctionnement plus efficace. Et donc ça n'a pas été simple, mais maintenant depuis plusieurs années, on travaille d'une manière très intéressante avec eux et tout se passe bien au niveau de la ville. On arrive quasiment à la fin de cet entretien. Je voudrais vous faire écouter un extrait. C'est un discours de Pierre Laurent, pas forcément votre bord politique, mais les mots qu'il va prononcer vont peut-être vous rappeler quelque chose. Pas contre moi. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Merci. Pierre Laurent, 2014, Jacques Brel, et tout à fait. Et Jacques Brel, vous l'avez cité aussi. Je l'avais cité, mais alors c'était au vœu 2015. Alors j'avais mieux lu, je crois. Et elle est là la différence. J'étais tombé dessus, donc c'était Jacques Brel en 68. Et c'est vrai que c'est plutôt drôle qu'on ait dit les mêmes choses. C'était finalement, quel que soit le bord politique, Jacques Brel. C'est peut-être ça, en fait. Ça peut être surprenant aussi, finalement, parce que Jacques Brel, plutôt sympathisant de gauche, ouais, mais ça, que vous citez. Alors ça, c'est clair, ça m'est complètement égal. C'est peut-être une force pour moi. Je ne me fie pas sur la couleur pour me dire c'est quelqu'un de bien ou pas. Et là, la preuve, je suis tombé sur ça. Je me souviens, c'était au moment des attentats. Et j'avais regardé, je m'étais dit, c'est peut-être par ces mots que j'ai envie de commencer le discours des vœux, et je pense que c'était en fait des mots très très beaux et avec une force, et les gens avaient envie d'entendre cela. Carrière politique, juste pour conclure, vous nous l'avez dit, c'est pas forcément votre finalité. Si aux prochaines élections vous n'étiez pas reconduit, vous continuerez votre vie professionnelle. Exactement. Malgré tout. Mais je vais être reconduit, j'espère. Malgré tout, vous étiez candidat sur les régionales aux côtés de Valérie Pécresse en 2010. Tout à fait. Alors c'était parce qu'en fait quand j'ai commencé en 2008, c'était un peu la première fois, je venais d'être élu et je m'étais dit pourquoi pas aller plus loin et porter justement la force que j'avais dans ces premiers mois plus loin et pour accompagner Valérie Pécresse dans ce beau projet. Est-ce que je le regrette avec le temps? Peut-être pas. Je pense que ça avait été assez mal perçu par les gens qui m'avaient fait confiance quelques mois avant. Parce que je m'étais présenté sans étiquette en 2008. Un an après, je partais avec elle. Ça avait été dur. Mais je ne le regrette pas, parce qu'il ne faut jamais regretter. Je regrette simplement de ne pas avoir été élu. Ça, c'est dommage, mais je la félicite qu'elle ait gardé également la même force pour être élue dès 2015. Donc on ne vous retrouvera pas sur une liste au régional? Mais je ne crois pas, mais on ne peut jamais dire jamais. Mais pour le moment, je suis très heureux en tant que maire. Je me donne à fond depuis 2008. Encore plus maintenant, j'ai un nouveau challenge, essayer de gérer le budget correctement au niveau de Saint-Quentin. Je vais me consacrer à cela dans les prochains mois. Merci Stéphane Mirambeau. Merci à vous. Merci.